Merci. Ben, c'est ça. Dans le fond, Marc, qui était de tous les combats pour se battre contre ce qui est devenu finalement la loi 15, donc qui remettait en question des droits acquis pour les travailleurs actifs et les droits retraités dans les régimes du secteur municipal. Donc, Marc, je te laisse réagir sur la question des régimes à prestations cibles. Puis, par après, il va prendre la parole pour nous dire un peu pourquoi les syndicats ont décidé de contester la décision du juge Moulin, qui est une décision un peu à la Salomon, mi-figue, mi-raisin, qui coupe la poire en deux. Là. Enfin, je pense que tu pourras nous partager ton point de vue, puis après ça, on va pouvoir entendre Yves Morin sur la question. Fait que Marc, je te donne la parole. Merci, Marie-Josée. Puis, non, je ne trouve pas qu'il coupe la poire en deux. Il ne reste plus grand-chose de la poire. Là. Mais bon, ça, on pourrait en parler. Mais je suis content d'être là. Puis, je regardais les noms. Fait que je connais à peu près tout le monde. Fait que merci beaucoup de m'accueillir. Puis, c'est tous des gens qui croient beaucoup à l'importance des régimes de retraite. Fait que c'est un peu aussi ce qui nous anime. Un régime à prestation cible, Marie-Josée, tu l'as dit, la FTQ, là, je suis content, là, puis le SCP, on va contribuer en faisant des commentaires pour la mémoire de la FTQ et les interventions, mais content que vous y opposiez à plusieurs égards. Et moi, c'est pas compliqué, je ne ferai pas tout le procès au complet parce que je ne suis pas là pour ça, mais les régimes à prestation cible, ça le dit, il n'y a pas de garantie de résultat, le fardeau, le poids, les risques est sur les épaules des participants. Et pour nous, donc, ce n'est pas un régime qui est adéquat. Là où il y a eu des régimes à prestations cibles, souvent, c'est-à-dire dans des situations, tu as parlé tantôt de Wild Birch, des situations extrêmes, mais de voir que dans ce projet de loi-là, on en profite pour ouvrir la porte pour vouloir permettre à des municipalités, secteur universitaire, transport terrestre, c'est la même chose, de pouvoir amener ça à la table de négociation en voulant transformer des régimes, bien, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'avait pas de besoin, puis il va falloir qu'on intervienne fortement là-dessus. Il y avait des exceptions très rares là, dans le municipal. Bon, j'ai une municipalité en tête où il y avait eu la volonté de créer un régime qui s'apparente au régime de retraite par financement salarial et puis des obstacles par rapport à Retraite Québec, parce que Retraite Québec prétendait que c'était une façon de se soustraire à la restructuration imposée par la loi 15, ce qui n'était pas le cas non plus. Mais on dirait qu'ils ont saisi l'opportunité pour élargir très largement puis faire plaisir un peu aux employeurs de ce côté-là. Fait qu'on va le dénoncer fortement puis on va vous supporter de ce côté-là. Puis j'en profite parce que j'ai vu il y a des gens, parce que tu parlais de la coalition syndicale de la Libre Négo, Louisette, avec à l'époque la coalition des retraités qui nous a soutenus dans ce combat-là, mais le SPQ, le Syndicat des pompiers du Québec, le SEPV, dans le fond, ça a été une aventure assez extraordinaire. Malheureusement, les résultats, on s'est fait imposer des lois qui n'avaient pas de bon sens. Vous vous souvenez, bon, le projet de loi 3 qui était la restructuration dans le monde municipal, le projet de loi 75 au niveau du secteur universitaire. Puis tu as fait des rappels, hein? Fait que je vais le faire vite, là, pour après ça laisser la place à Yves Morin aussi. Mais ça a beaucoup commencé avec le rapport d'Amour. À l'époque, Alban d'Amour, moi je l'appelais le grand prêtre là, qui possédait la vérité. D'ailleurs, il parlait du concept de la vérité des coûts, puis qu'il fallait absolument intervenir parce que les régimes à prestations déterminées, c'était des joyaux, il avait tout à fait raison, mais déjà, il y avait pas mal de contraintes qui devait être imposé dans les recommandations qui suivaient ce rapport-là. Puis à l'époque, donc ça, c'était de mémoire, c'était en avril 2013 là, que dans ce point-là où le rapport d'Amour avait mis, le comité d'experts avait mis son rapport. Puis, il y avait le Parti québécois à l'époque qui était au pouvoir. Puis, le Parti québécois est arrivé, lui, avec le projet de loi 79. Puis en préparant un peu la présentation cet après-midi, j'avais regardé le préambule. J'ai revu à nouveau le préambule du projet de loi 79 et qu'on est à des années-lumière de ce que les libéraux ont imposé après en 2014. Dans le fond, ce projet de loi-là, je regarde juste un extrait. Le projet de loi prévoit que les partis devront faire en sorte que le régime atteigne un taux de capitalisation minimum de 85 %. Dans le fond, il disait qu'il y avait une barre, hein, 85 %.
si c'est entre ça, de ça, une restructuration, mais c'était rien d'imposé. À l'époque, le Parti québécois, c'était beaucoup, bon, la cotisation, le partage de la cotisation, la 50-50, ça, c'était un des éléments qui nous irritait dans ce projet de loi-là. Mais pour le reste, il y avait de la place pour la négociation. Puis en janvier 2014, ça fait que je fais le petit historique, puis ça va mettre la table pour rire. Janvier 2014, il y a eu des forums sur les régimes de retraite, forum du secteur universitaire, forum du municipal. On y avait les affiliés de la FTQ concernés participer activement. Puis encore là, à l'époque aussi, je me souviens au forum du municipal, un point de presse, le maire Labombe était là et j'étais tout juste en arrière de lui. Puis là, j'ai poussé, j'ai soufflé à l'oreille, c'est la seule fois de ma vie que j'ai soufflé à l'oreille, mais bon, ben, projet de loi, oui, mais rien d'imposé, rien d'imposé. Si les partis conviennent au niveau des droits acquis, conviennent de réménagement par la voie de la négociation, et le maire Labombe m'avait répété ça en point de presse, là, rien d'imposé, ça va être par la voie de la négociation. C'est la dernière fois qu'il a prononcé ce mot-là. Parce qu'après ça, dans l'échelle de temps, les syndicats du monde municipal, entre autres, on voyait le train s'en venir. On était à l'époque au mois de mars en campagne électorale, mars 2014. Les élections, c'était le 7 avril 2014. Et on avait formé cette coalition syndicale-là pour la libre négociation parce qu'on voyait le train s'en venir. Puis, ce qu'on disait, nous autres, c'était la négociation, pas la confrontation. J'en parle parce que Yves, avec la décision qui a été rendue par le juge Moulin, on va voir jusqu'à quel point la loi 15, il y a des entraves importantes à la négociation, puis que le juge n'a pas mené à terme l'exercice qui avait débuté de ce côté-là. Mais si je reviens dans l'échelle de temps, donc mars 2014, on met sur pied une coalition. 7 avril, les libéraux sont élus, avec, entre autres, la promesse de livrer la marchandise dans le monde municipal, puis de donner une loi qui allait imposer le partage des déficits passés, qui allait imposer des balises qui étaient strictes. Puis quand on regarde tout ça, là, avril 2014, l'élection, 4 décembre 2014, malgré tout ce qu'on a fait, une centaine de manifestations, toutes sortes de choses, ça m'a paru très, très long comme échelle de temps, mais dans le fond, en 8 mois, le ministre Moreau avait livré la marchandise puis arrivé avec un projet de loi qui imposait la restructuration dans le monde municipal. Puis il y avait un autre projet de loi en parallèle qui était au niveau du secteur universitaire. Et le ministre Moreau, à l'époque, vous vous souvenez, parce que toujours, Albert Damour, c'était la vérité des coûts, hein, c'est toujours des concepts positifs. Qui peut être contre la vérité des coûts? Et puis, lui, le ministre Moreau, je n'ai toujours pas pardonné, même si je l'ai revu récemment, mais bon, lui disait déficit de 3,9 milliards des régimes de retraite, c'est catastrophique, la situation est grave, les régimes sont en péril. Là, on levait la main, on agitait, on avait demandé justement à Marc-Antoine de la SAI de nous faire un portrait de nos régimes de retraite. C'était pas ça du tout. On parle de vérité des coûts, là. Mais le déficit à l'époque était évalué à peu près à 2,1 milliards de dollars pour 160 quelques régimes à prestations déterminées. Puis, on voyait qu'il était en train de se résorber. C'était les conséquences de 2008. La situation n'était pas dramatique au point, mais évidemment, pour savoir le propos puis justifier une intervention législative, justifier le projet de loi 3 qui est devenu la loi 15, il fallait amplifier la situation, il fallait amplifier l'ampleur des déficits. Puis finalement, cette loi-là a été adoptée, puis c'est en janvier 2015 qu'on a contesté, tout le monde ensemble, les organisations syndicales du monde municipal sous le chapeau de la coalition pour coordonner l'action, mais où les contestations ont été logées. Quand on regarde par la suite, c'est un long, long combat parce que la cause a commencé le 26 septembre de mémoire 2018 en cour supérieure. Et elle s'est terminée le 31 août 2019. 94 jours d'audience. Des témoins, moi, personnellement, j'ai témoigné pendant 30 jours. Puis ce que j'ai essayé de faire pendant ces 3 jours-là, je ne sais pas si j'ai dit 30 jours, mais c'est 3 jours. Ça a paru, ça aussi, 30 jours. Mais ce que j'ai essayé de faire, pendant ces 3 jours-là, puis vous êtes tous des gens du milieu syndical, j'ai essayé de démontrer aux juges, à ma façon, c'était Yves qui me questionnait, l'importance de la négociation. L'importance d'un régime de retraite comme condition de travail, puis en quoi la loi 15
imposait tellement de balises. Hein? Souvenez-vous, le partage de la cotisation imposée, le partage des déficits passés, le plafonnement pour l'exercice de restructuration, donc plafonner les coûts pour les policiers pompiers à 20 pour les autres groupes à 18 Puis une des mesures aussi très sérieuse pour moi, c'est s'attaquer aux droits acquis. Donc, rétroactivement, c'est ce qu'on disait. Le ministre Moreau avait fait une déclaration à l'époque pour dire que on a toujours les actuaires, les firmes d'actuaires, fait que Marc-Antoine, si c'est encore là, les cheveux qui tressent vont le dresser, mais les actuaires ont de tout temps sous-estimé l'allongement de l'espérance de vie. C'est ce qui justifie l'intervention de l'État. C'est un vice de fond qui justifie l'intervention de l'État. Ça, c'est mot à mot les déclarations de Moreau. C'est une aberration mentale. Mais si je reviens au témoignage pendant 3 jours, c'est essayer de démontrer qu'un régime de retraite, c'est fondamental comme condition de travail. Ça fait partie de la négociation globale et on ne peut mettre des balises telles. Qu'est-ce qui reste à négocier dans le fond? Il restait à peu près plus rien à négocier d'un régime de retraite. Fait que la décision du juge Moulin est venue rendre inconstitutionnel 2 articles qui touchent la suspension de l'indexation des retraités, mais on est encore très, très loin de la coupe aux lèvres. Ça, c'est un élément. Puis évidemment, c'est l'élément qui sautait aux yeux, puis je pense sur lequel le juge a été sensible. Mais la même logique s'applique pour les actifs, pour tout le service passé. Puis quand la même logique aussi s'applique, avant de restreindre des droits, c'est quoi la situation? Est-ce que la situation est telle qu'elle justifierait de restreindre des droits? Fait que pour nous, pour les organisations syndicales concernées, à l'heure actuelle, c'est toujours aussi vrai que c'est nettement insuffisant. Non seulement Yves ne le dira pas, lui, tantôt, mais c'est une décision qui est crissement mal rédigée. Tu essaies de suivre la logique des faits. Tout est mêlé, les points de droit sont mêlés, les témoignages sont mêlés, les déclarations sont mêlées. Je n'irai pas jusqu'à dire que le juge était confus, mais bref, on ne s'y retrouve pas. Puis on est très loin, pour moi encore, le fait d'avoir à vivre avec les contraintes qui sont toujours là avec cette décision-là, c'est toujours des entraves sérieuses à la liberté de négocier, liberté d'association. Puis je fais un peu le parallèle, j'en parlais avec Yves Morin quand il a préparé sa présentation. C'est comme si on me disait, moi, comme négociateur, là, ma convention collective, je vais aller la négocier, mais là, on vient par loi, là, on dit que la sous-traitance, l'employeur à l'avance, on va dire tout de suite qu'il y a un guichet ouvert sur la sous-traitance, vous n'y pouvez rien. Puis oubliez de discuter de sécurité d'emploi parce qu'il n'y en aura pas de sécurité d'emploi. Fait qu'on vient d'éliminer 2 éléments importants de la négociation. OK, allez-y en négociation. Puis moi, ce que j'ai tenté de dire au juge Moulin, là, une négo, parce que lui, dans ses conclusions, il dit les syndicats peuvent se prendre ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a des contraintes dans ce qu'on établit pour la loi 15, mais les syndicats peuvent se prendre ailleurs. Mais non, parce que tu viens d'enlever un des éléments essentiels de la négociation. Puis j'ai toujours dit, je regarde Marie-Josée qui sourit parce que peut-être je m'éparpille un peu, mais un des éléments qui m'a toujours beaucoup, beaucoup choqué. Le rapport d'Amour disait l'équité intergénérationnelle. Moi, j'ai toujours rappelé que les formules d'indexation qu'on négociait avant même l'arrivée de la loi 3, la loi 15, projet de loi 3, on avait introduit des formules d'indexation automatique de plus en plus parce que c'était une minorité de nos régimes de retraite qui avaient des formules d'indexation automatique. Puis on disait pour les retraités, on ne touche pas. Mettons qu'ils ont une formule de 1 d'indexation, on ne touche pas. Mais pour les plus jeunes, on va avoir une formule qui va être progressive, qui va faire en sorte qu'aux plus jeunes à qui on demande de quitter plus tard la retraite, qu'on demande de contribuer davantage dans le régime de retraite, mais pour eux, elles, on aura une formule qui va être plus intéressante, plus avantageuse. C'est un levier d'équité intergénérationnelle. Puis un des éléments importants qui nous a été enlevé par la loi, on ne peut plus négocier des formules d'indexation automatique maintenant. Et pour moi, ça aussi, c'est scandaleux. Quand on dit ce n'est pas une entrave à la liberté de négociation, bien, je me dis, Chris, qu'est-ce qui reste à négocier dans le régime de retraite? Tu viens de fixer la cotisation, tu viens de nous dire comment vont se partager les déficits. Tu m'interdis d'avoir un levier d'équité intergénérationnelle. Puis là, on est rendu à un point tel que les plus jeunes se demandent, bien, je devrais-tu encore contribuer dans mon régime de retraite? Parce que là, j'y trouve plus mon compte. C'est là qu'il y a le danger d'autres formules, comme des régimes à prestations cibles aussi. Parce qu'au niveau des plus jeunes, l'attrait du régime de retraite au niveau des coûts, il est rendu.
Puis moi, je me dis qu'aujourd'hui, en 2020, oui, on est dans une situation de crise pandémique sans précédent. Une autre tuile majeure pour nos régimes de retraite. Mais pour moi, encore plus qu'avant, les régimes de retraite sont un levier de rétention pour les organisations. On le voit, là, le phénomène de pénurie de main-d'œuvre, il revient. Les secteurs les plus touchés, on les voit, là, lesquels sont les plus touchés, mais le phénomène de pénurie de main-d'œuvre, il est toujours très, très présent. Les organisations doivent faire preuve d'originalité pour être capables de retenir leur personnel. Puis, je vais vous donner un exemple bien simple, là. Actuellement, en santé et en éducation, là, j'ai la chance de négocier actuellement en santé, en éducation, mais la malchance avec le gouvernement, c'est ça ma malchance. Mais je regarde, il y a un régime de retraite, il y a le REGOP. Si on n'avait pas le REGOP, là, je peux vous dire qu'actuellement, déjà, il y a à peu près 10 des effectifs en santé et en éducation qui quittent ou qui songent quitter tellement il y a peu de reconnaissance, tellement il y a des problèmes de rémunération, puis tellement actuellement, il y a des problèmes qui sont graves, qui sont sérieux. Si ce n'était pas d'un outil comme le REGOP, d'un régime de retraite qui garantit les prestations, c'est pour ça que je déteste les régimes à prestations cibles, les REGOP garantissent les prestations, c'est un levier qui permet aux gens de dire, bien, OK, peut-être que je quitterais, mais là, j'ai un élément de motivation qui est les années que je fais, puis les sacrifices que je fais, je vais pouvoir bénéficier d'une certaine retraite. Fait que moi, je continue plus que jamais à croire que c'est un levier qui est super intéressant. Puis, si je reviens à la loi 15, qui est l'objet du propos, la décision du juge Moulin, elle ne nous satisfait pas du tout. Ça me fait rire parce que quand la décision est sortie le 9 juillet, en tout respect pour un syndicat indépendant comme la FISA, en tout respect, je me force pour la formule, mais la FISA, elle, ce qu'elle dit, c'est hey, c'est bien, là, on a la portion des retraités, puis nous autres, on va réfléchir si on conteste cette décision-là. Bullshit. Il y a 227 pages de la décision. Moi, j'avais dit le 9 juillet, je dis, c'est pas l'épaisseur d'une décision, le nombre de pages qui détermine la vitesse à laquelle on doit signaler qu'on s'en va en contestation. On avait déjà toutes les organisations identifiées. On a eu le temps, là, pendant. Le juge Moulin a pris je n'ai pas calculé, mais c'est près d'un an pour rendre sa décision, plus qu'un an pour rendre sa décision. Pendant ce temps-là, on a eu le temps d'évaluer tous les scénarios. Puis un des scénarios, c'est qu'elle est, dans le pire des scénarios, là, il nous donnait juste cette question-là. Et on avait tous convenu qu'on va aller jusqu'au bout, puis on va contester, chacune des organisations. Alors, du côté de la FTQ, des affiliés qui étaient concernés, on a tout de suite, la journée même, dit qu'on allait contester. Ça n'a pas été long. On a fait une petite rencontre avec les procureurs, Yves Morin qui va vous parler tantôt. Puis on a dit, voici le constat qu'on fait. Fait que je finirai de lire la décision à tête reposée, mais les conclusions sont nettement insatisfaisantes et on s'en va en appel. On ne laisse pas la nature horreur du vide et la langue de bois aussi. Fait que de dire aux médias, non, cette décision-là, elle ne fait pas le job qu'on conteste. Évidemment, la FISA a pris 3 semaines à peu près pour arriver aux mêmes conclusions que nous autres. Entre-temps, ils ont dit qu'on avait été trop vite à se faire une tête, mais bon. Mais l'ensemble des organisations, on est là maintenant. Ce que ça a apporté beaucoup, par contre, je tiens à le dire, au-delà de mes commentaires sur la FISA, c'est que cette bataille-là et la coalition syndicale pour la libre négociation, ça a permis que maintenant, on a un point incroyable avec les autres organisations. On travaille ensemble avec les fédérations de policiers municipaux du Québec, Fraternité des policiers de Montréal, les syndicats des pompiers du Québec, c'était déjà acquis, les autres organisations, la CSN aussi. Cet appel-là à la Cour d'appel, mais avant ça, en Cour supérieure, ça a été extraordinaire de voir comment les organisations ont travaillé ensemble d'une seule voix. Et Yves Morin a été le chef d'orchestre de ça, fait que je lui lève mon chapeau. Parce que Yves a fait travailler tout le monde ensemble pour faire en sorte que face à l'UMQ, face au procureur général, face aux employeurs qui voient la cohésion qu'on avait. Et c'est la même chose dans la déclaration d'appel actuellement. À la fin de la journée, on est tous sur la même longueur d'onde, nettement insuffisant. Le juge, entre autres, là, quand il mentionne oui, il y a des entraves qui sont importantes, mais on peut se rattraper.
ne comprend pas quelle est l'essence même d'une négociation, puis qu'on doit avoir des coups des franches quand on négocie. Moi, j'ai confiance. Le processus va être maintenant un peu plus rapide, la Cour d'appel, parce qu'on n'a pas recommencé au complet. Les preuves sont faites. Et là, c'est des points de droit. Après ça, évidemment que ça ira. J'annonce tout de suite, d'ailleurs, pour la FISA, qu'on va aller jusqu'en Cour suprême avec ça. Alors, donc, ça, c'est fait. Je le dis maintenant, parce qu'évidemment, c'est une décision qui ne fera pas l'affaire d'une des deux parties. Mais je demeure avec une crainte que j'ai toujours mentionnée. Puis, je me dois de le dire encore aujourd'hui. À l'époque, on m'avait dit on ne peut pas faire de requête en sursis parce qu'on n'est pas en mesure de démontrer des dommages irréparables. Puis moi, à l'époque, je craignais que l'ampleur de la réparation soit invoquée éventuellement par les villes, par les employeurs pour dire on va mettre les finances en péril, etc. Le législateur, vraiment présumé être de bonne foi. J'ai toujours une crainte en arrière de la tête, c'est qu'en bout de ligne, moi, je suis très, très confiant qu'on va gagner beaucoup plus en cours d'appel puis en Cour suprême. Ma crainte, c'est qu'en bout de ligne, on arrive à nous dire, bien, le législateur est présumé être de bonne foi et puis réparation, mettre en péril les finances et puis qu'on se retrouve. Fait que ça, Yves, j'aimerais tantôt qu'elle l'aborde un peu avec les gens. Mais pour le reste, moi, je suis très, très fier de la mobilisation qu'on a faite là-dedans. Puis convaincu qu'à la fin de la journée, le gouvernement libéral, l'ancien gouvernement libéral, puis le ministre Moreau, ben, je pourrais aller y porter la décision finale. Ça me fera plaisir d'aller y porter pour y montrer là où il a brimé les droits des gens. Mais mon mot final, c'est continuer à vous battre pour avoir des régimes de retraite qui soient adéquats. Il y a des situations parfois qui ne soient pas faciles, mais c'est tellement important le travail que Marie-Josée, tu fais aussi dans ce sens-là depuis tellement longtemps à FTQ. Fait que moi, je veux te saluer, puis saluer tout le monde. J'ai vu sur l'appel Jean-Nicolas Loisel, ça fait longtemps que je l'ai vu. Tous les autres, bien, vous saluez. Puis merci de l'opportunité. Je ne veux pas prendre plus de temps parce que c'est beaucoup Yves qui va parler de contenu. Merci beaucoup, Marc. Vraiment, c'est inspirant.
Merci. Ben, c'est ça. Dans le fond, Marc, qui était de tous les combats pour se battre contre ce qui est devenu finalement la loi 15, donc qui remettait en question des droits acquis pour les travailleurs actifs et les droits retraités dans les régimes du secteur municipal. Donc, Marc, je te laisse réagir sur la question des régimes à prestations cibles. Puis par après, il va prendre la parole pour nous dire un peu pourquoi les syndicats ont décidé de contester la décision du juge Moulin, qui est une décision un peu à la Salomon, mi-figue, mi-raisin, qui coupe la poire en deux. Là. Enfin, je pense que tu pourras nous partager ton point de vue, puis après ça, on va pouvoir entendre Yves Morin sur la question. Fait que Marc, je te donne la parole. Merci, Marie-Josée. Puis non, je ne trouve pas qu'il coupe la poire en deux. Il ne reste plus grand-chose de la poire. Là. Mais bon, ça, on pourrait en parler. Mais je suis content d'être là. Puis je regardais les noms. Fait que je connais à peu près tout le monde. Fait que merci beaucoup de m'accueillir. Puis c'est tous des gens qui croient beaucoup à l'importance des régimes de retraite. Fait que c'est un peu aussi ce qui nous anime. Un régime à prestation cible, Marie-Josée, tu l'as dit, la FTQ, là, je suis content, là, puis le SCP, on va contribuer en faisant des commentaires pour la mémoire de la FTQ et les interventions, mais content que vous y opposiez à plusieurs égards. Et moi, ce n'est pas compliqué, je ne ferai pas tout le procès au complet parce que je ne suis pas là pour ça, mais les régimes à prestation cible, ça dit, il n'y a pas de garantie de résultat, le fardeau, le poids, les risques est sur les épaules des participants. Et pour nous, donc, ce n'est pas le régime qui est adéquat. Là où il y a eu des régimes à prestations cibles, souvent, c'est-à-dire dans des situations, tu as parlé tantôt de Wild Birch, des situations extrêmes, mais de voir que dans ce projet de loi-là, on en profite pour ouvrir la porte pour vouloir permettre à des municipalités, secteur universitaire, transport terrestre, c'est la même chose, de pouvoir amener ça à la table de négociation en voulant transformer des régimes, bien, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'avait pas de besoin, puis il va falloir qu'on intervienne fortement là-dessus. Il y avait des exceptions très rares là, dans le municipal. Bon, j'ai une municipalité en tête où il y avait eu la volonté de créer un régime qui s'apparente au régime de retraite par financement salarial et puis des obstacles par rapport à Retraite Québec, parce que Retraite Québec prétendait que c'était une façon de se soustraire à la restructuration imposée par la loi 15, ce qui n'était pas le cas non plus. Mais on dirait qu'ils ont saisi l'opportunité pour élargir très largement puis faire plaisir un peu aux employeurs de ce côté-là. Fait qu'on va le dénoncer fortement puis on va vous supporter de ce côté-là. Puis j'en profite parce que j'ai vu il y a des gens, parce que tu parlais de la coalition syndicale de la Libre Négo, Louisette, avec à l'époque la coalition des retraités qui nous a soutenus dans ce combat-là, mais le SPQ, le Syndicat des pompiers du Québec, le SEPV, dans le fond, ça a été une aventure assez extraordinaire. Malheureusement, le résultat, on s'est fait imposer des lois qui n'avaient pas de bon sens. Vous vous souvenez, bon, le projet de loi 3 qui était la restructuration dans le monde municipal, le projet de loi 75 au niveau du secteur universitaire. Puis tu as fait des rappels, hein? Fait que je vais le faire vite, là, pour après ça laisser la place à Yves Morin aussi. Mais ça a beaucoup commencé avec le rapport d'Amour. À l'époque, Alban d'Amour, moi je l'appelais le grand prêtre là, qui possédait la vérité. D'ailleurs, il parlait du concept de la vérité des coûts, puis qu'il fallait absolument intervenir parce que nos régimes, les régimes à prestations déterminées, c'était des joyaux, il avait tout à fait raison, mais déjà, il y avait pas mal de contraintes qui devait être imposé dans les recommandations qui suivaient ce rapport-là. Puis à l'époque, donc ça, c'était de mémoire, c'était en avril 2013 là, que dans ce coin-là où le rapport d'Amour avait remis, le comité d'experts avait remis son rapport. Puis, il y avait le Parti québécois à l'époque qui était au pouvoir. Puis le Parti québécois est arrivé, lui, avec le projet de loi 79. Puis en préparant un peu la présentation cet après-midi, j'avais regardé le préambule. J'ai revu à nouveau le préambule du projet de loi 79 et qu'on est à des années-lumière de ce que les libéraux ont imposé après en 2014. Dans le fond, ce projet de loi-là, je regarde juste un extrait. Le projet de loi prévoit que les partis devront faire en sorte que le régime atteigne un taux de capitalisation minimum de 85 %. Dans le fond, il disait qu'il y avait une barre, hein, 85 %.
si c'est entre ça, de ça, une restructuration, mais c'était rien d'imposé. À l'époque, le Parti québécois, c'était beaucoup, bon, la cotisation, le partage de la cotisation, la 50-50, ça, c'était un des éléments qui nous irritait dans ce projet de loi-là. Mais pour le reste, il y avait de la place pour la négociation. Puis en janvier 2014, fait que je fais le petit historique, puis ça va mettre la table pour rire. Janvier 2014, il y a eu des forums sur les régimes de retraite, forum du secteur universitaire, forum du municipal. On y avait les affiliés de la FTQ concernés participer activement. Puis encore là, à l'époque aussi, je me souviens au forum du municipal, un point de presse, le maire Labaume était là et j'étais tout juste en arrière de lui. Puis là, j'ai poussé, j'ai soufflé à l'oreille, c'est la seule fois de ma vie que j'ai soufflé à l'oreille, mais bon, ben, projet de loi, oui, mais rien d'imposé, rien d'imposé. Si les partis conviennent au niveau des droits acquis, conviennent de réménagement par la voie de la négociation, et le maire Labaume m'avait répété ça en point de presse, là, rien d'imposé, ça va être par la voie de la négociation. C'est la dernière fois qu'il a prononcé ce mot-là. Parce qu'après ça, dans l'échelle de temps, les syndicats du monde municipal, entre autres, on voyait le train s'en venir. On était à l'époque au mois de mars en campagne électorale, mars 2014. Les élections, c'était le 7 avril 2014. Et on avait formé cette coalition syndicale-là pour la libre négociation parce qu'on voyait le train s'en venir. Puis, ce qu'on disait, nous autres, c'était la négociation, pas la confrontation. J'en parle parce que Yves, avec la décision qui a été rendue par le juge Moulin, on va voir jusqu'à quel point la loi 15, il y a des entraves importantes à la négociation, puis que le juge n'a pas mené à terme l'exercice qui avait débuté de ce côté-là. Mais si je reviens dans l'échelle de temps, donc mars 2014, on met sur pied une coalition. 7 avril, les libéraux sont élus, avec, entre autres, la promesse de livrer la marchandise dans le monde municipal, puis de donner une loi qui allait imposer le partage des déficits passés, qui allait imposer des balises qui étaient strictes. Puis quand on regarde tout ça, là, avril 2014, l'élection, 4 décembre 2014, malgré tout ce qu'on a fait, une centaine de manifestations, toutes sortes de choses, ça m'a paru très, très long comme échelle de temps, mais dans le fond, en 8 mois, le ministre Moreau avait livré la marchandise puis arrivé avec un projet de loi qui imposait la restructuration dans le monde municipal. Puis il y avait un autre projet de loi en parallèle qui était au niveau du secteur universitaire. Et le ministre Moreau, à l'époque, vous vous souvenez, parce que toujours, Allemand d'amour, c'était la vérité des coûts, hein, c'est toujours des concepts positifs. Qui peut être contre la vérité des coûts? Et puis, lui, le ministre Moreau, je n'ai toujours pas pardonné, même si je l'ai revu récemment, mais bon, lui disait déficit de 3,9 milliards des régimes de retraite, c'est catastrophique, la situation est grave, les régimes sont en péril. Là, on levait la main, on agitait, on avait demandé justement à Marc-Antoine de la SAI de nous faire un portrait de nos régimes de retraite. C'était pas ça du tout. On parle de vérité des coûts, là. Mais le déficit à l'époque était évalué à peu près à 2,1 milliards de dollars pour 160 quelques régimes à prestations déterminées. Puis, on voyait qu'il était en train de se résorber. C'était les conséquences de 2008. La situation n'était pas dramatique au point, mais évidemment, pour servir le propos puis justifier une intervention législative, justifier le projet de loi 3 qui est devenu la loi 15, il fallait amplifier la situation, il fallait amplifier l'ampleur des déficits. Puis finalement, cette loi-là a été adoptée, puis c'est en janvier 2015 qu'on a contesté, tout le monde ensemble, les organisations syndicales du monde municipal sous le chapeau de la coalition pour coordonner l'action, mais où les contestations ont été logées. Quand on regarde par la suite, c'est un long, long combat parce que la cause a commencé le 26 septembre de mémoire 2018 en cour supérieure. Et elle s'est terminée le 31 août 2019. 94 jours d'audience. Des témoins, moi, personnellement, j'ai témoigné pendant 30 jours. Puis ce que j'ai essayé de faire pendant ces 3 jours-là, je ne sais pas si j'ai dit 30 jours, mais c'est 3 jours. Ça a paru, ça aussi, 30 jours. Mais ce que j'ai essayé de faire, pendant ces 3 jours-là, puis vous êtes tous des gens du milieu syndical, j'ai essayé de démontrer aux juges, à ma façon, c'était Yves qui me questionnait, l'importance de la négociation. L'importance d'un régime de retraite comme condition de travail, puis en quoi la loi 15
imposait tellement de balises. Hein? Souvenez-vous, le partage de la cotisation imposée, le partage des déficits passés, le plafonnement pour l'exercice de restructuration, donc plafonner les coûts pour les policiers et pompiers à 20 pour les autres groupes à 18 Puis une des mesures aussi très sérieuse pour moi, c'est s'attaquer aux droits acquis. Donc, rétroactivement, c'est ce qu'on disait. Le ministre Moreau avait fait une déclaration à l'époque pour dire que on a toujours les actuaires, les firmes d'actuaires, fait que Marc-Antoine, si c'est encore là, les cheveux qui tressent vont le dresser, mais les actuaires ont de tout temps sous-estimé l'allongement de l'espérance de vie. C'est ce qui justifie l'intervention de l'État. C'est un vice de fond qui justifie l'intervention de l'État. Ça, c'est mot à mot les déclarations de Moreau. C'est une aberration mentale. Mais si je reviens au témoignage pendant 3 jours, c'est essayer de démontrer qu'un régime de retraite, c'est fondamental comme condition de travail. Ça fait partie de la négociation globale et on ne peut mettre des balises telles. Qu'est-ce qui reste à négocier dans le fond? Il restait à peu près plus rien à négocier d'un régime de retraite. Fait que la décision du juge Moulin est venue rendre inconstitutionnel 2 articles qui touchent la suspension de l'indexation des retraités, mais on est encore très, très loin de la coupe aux lèvres. Ça, c'est un élément. Puis évidemment, c'est l'élément qui sautait aux yeux, puis je pense sur lequel le juge a été sensible. Mais la même logique s'applique pour les actifs, pour tout le service passé. Puis la même logique aussi s'applique, avant de restreindre des droits, c'est quoi la situation? Est-ce que la situation est telle qu'elle justifierait de restreindre des droits? Fait que pour nous, pour les organisations syndicales concernées, à l'heure actuelle, c'est toujours aussi vrai que c'est nettement insuffisant. Non seulement Yves ne le dira pas, lui, tantôt, mais c'est une décision qui est crissement mal rédigée. Tu essaies de suivre la logique des faits. Tout est mêlé, les points de droit sont mêlés, les témoignages sont mêlés, les déclarations sont mêlées. Je n'irai pas jusqu'à dire que le juge était confus, mais bref, on ne s'y retrouve pas. Puis on est très loin, pour moi encore, le fait d'avoir à vivre avec les contraintes qui sont toujours là avec cette décision-là, c'est toujours des entraves sérieuses à la liberté de négocier, liberté d'association. Puis je ferai un peu le parallèle, j'en parlais avec Yves Morin quand il a préparé sa présentation. C'est comme si on me disait, moi, comme négociateur, là, ma convention collective, je vais aller la négocier, mais là, on vient par loi, là, on dit que la sous-traitance, l'employeur à l'avance, on va dire tout de suite qu'il y a un guichet ouvert sur la sous-traitance, vous n'y pouvez rien. Puis oubliez de discuter de sécurité d'emploi parce qu'il n'y en aura pas de sécurité d'emploi. Fait qu'on vient d'éliminer 2 éléments importants de la négociation. OK, allez-y en négociation. Puis moi, ce que j'ai tenté de dire au juge Moulin, là, une négo, parce que lui, dans ses conclusions, il dit les syndicats peuvent se prendre ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a des contraintes dans ce qu'on établit pour la loi 15, mais les syndicats peuvent se prendre ailleurs. Mais non, parce que tu viens d'enlever un des éléments essentiels de la négociation. Puis j'ai toujours dit, je regarde Marie-Josée qui sourit parce que peut-être je m'éparpille un peu, mais un des éléments qui m'a toujours beaucoup, beaucoup choqué. Le rapport d'Amour disait l'équité intergénérationnelle. Moi, j'ai toujours rappelé que les formules d'indexation qu'on négociait avant même l'arrivée de la loi 3, la loi 15, projet de loi 3, on avait introduit des formules d'indexation automatique de plus en plus parce que c'était une minorité de nos régimes de retraite qui avaient des formules d'indexation automatique. Puis on disait pour les retraités, on ne touche pas. Mettons qu'ils ont une formule de 1 d'indexation, on ne touche pas. Mais pour les plus jeunes, on va avoir une formule qui va être progressive, qui va faire en sorte qu'aux plus jeunes à qui on demande de quitter plus tard la retraite, qu'on demande de contribuer davantage dans le régime de retraite, mais pour eux, elles, on aura une formule qui va être plus intéressante, plus avantageuse. C'est un levier d'équité intergénérationnelle. Puis un des éléments importants qui nous a été enlevé par la loi, on ne peut plus négocier des formules d'indexation automatique maintenant. Et pour moi, ça aussi, c'est scandaleux. Quand on dit ce n'est pas une entrave à la liberté de négociation, bien, je me dis, Chris, qu'est-ce qui reste à négocier dans le régime de retraite? Tu viens de fixer la cotisation, tu viens de nous dire comment vont se partager les déficits. Tu m'interdis d'avoir un levier d'équité intergénérationnelle. Puis là, on est rendu à un point tel que les plus jeunes se demandent, bien, je devrais-tu encore contribuer dans mon régime de retraite? Parce que là, j'y trouve plus mon compte. C'est là qu'il y a le danger d'autres formules, comme des régimes à prestations cibles aussi. Parce qu'au niveau des plus jeunes, l'attrait du régime de retraite au niveau des coûts, il est rendu.
Puis moi, je me dis qu'aujourd'hui, en 2020, oui, on est dans une situation de crise pandémique sans précédent. Une autre tuile majeure pour nos régimes de retraite. Mais pour moi, encore plus qu'avant, les régimes de retraite sont un levier de rétention pour les organisations. On le voit, là, le phénomène de pénurie de main-d'œuvre, il revient. Les secteurs les plus touchés, on les voit, là, lesquels sont les plus touchés, mais le phénomène de pénurie de main-d'œuvre, il est toujours très, très présent. Les organisations doivent faire preuve d'originalité pour être capables de retenir leur personnel. Puis, je vais vous donner un exemple bien simple, là. Actuellement, en santé et en éducation, là, j'ai la chance de négocier actuellement en santé en éducation, mais la malchance avec le gouvernement, c'est ça ma malchance. Mais je regarde, il y a un régime de retraite, il y a le REGOP. Si on n'avait pas le REGOP, là, je peux vous dire qu'actuellement, déjà, il y a à peu près 10 des effectifs en santé et en éducation qui quittent ou qui songent quitter tellement il y a peu de reconnaissance, tellement il y a des problèmes de rémunération, puis tellement actuellement il y a des problèmes qui sont graves, qui sont sérieux. Si ce n'était pas d'un outil comme le REGOP, d'un régime de retraite qui garantit les prestations, c'est pour ça que je déteste les régimes à prestations cibles, les REGOP garantissent les prestations, c'est un levier qui permet aux gens de dire, bien, OK, peut-être que je quitterais, mais là, j'ai un élément de motivation qui est les années que je fais, puis les sacrifices que je fais, je vais pouvoir bénéficier d'une certaine retraite. Fait que moi, je continue plus que jamais à croire que c'est un levier qui est super intéressant. Puis, si je reviens à la loi 15, qui est l'objet du propos, la décision du juge Moulin, elle ne nous satisfait pas du tout. Ça me fait rire parce que quand la décision est sortie le 9 juillet, en tout respect pour un syndicat indépendant comme la FISA, puis en tout respect, je me force pour la formule, mais la FISA, elle, ce qu'elle dit, c'est hey, c'est bien, là, on a la portion des retraités, puis nous autres, on va réfléchir si on conteste cette décision-là. Bullshit. Il y a 227 pages de la décision. Moi, j'avais dit le 9 juillet, j'ai dit, c'est pas l'épaisseur d'une décision, le nombre de pages qui détermine la vitesse à laquelle on doit signaler qu'on s'en va en contestation. On avait déjà toutes les organisations identifiées. On a eu le temps, là, pendant. Le juge Moulin a pris je n'ai pas calculé, mais c'est près d'un an pour rendre sa décision, plus qu'un an pour rendre sa décision. Pendant ce temps-là, on a eu le temps d'évaluer tous les scénarios. Puis un des scénarios, c'est qu'elle est, dans le pire des scénarios, là, il nous donnait juste cette question-là. Et on avait tous convenu qu'on va aller jusqu'au bout, puis on va contester, chacune des organisations. Alors, du côté de la FTQ, des affiliés qui étaient concernés, on a tout de suite, la journée même, dit qu'on allait contester. Ça n'a pas été long. On a fait une petite rencontre avec les procureurs, Yves Morin qui va vous parler tantôt. Puis on a dit, voici le constat qu'on fait. Fait que je finirai de lire la décision à tête reposée, mais les conclusions sont nettement insatisfaisantes et on s'en va en appel. On ne laisse pas la nature horreur du vide et la langue de bois aussi. Fait que de dire aux médias, non, cette décision-là ne fait pas le job qu'on conteste. Évidemment, la FISA a pris 3 semaines à peu près pour arriver aux mêmes conclusions que nous autres. Entre-temps, ils ont dit qu'on avait été trop vite à se faire une tête, mais bon. Mais l'ensemble des organisations, on est là maintenant. Ce que ça a apporté beaucoup, par contre, je tiens à le dire, au-delà de mes commentaires sur la FISA, c'est que cette bataille-là et la coalition syndicale pour la libre négociation, ça a permis que maintenant, on a un point incroyable avec les autres organisations. On travaille ensemble avec les fédérations de policiers municipaux du Québec, Fraternité des policiers de Montréal, les syndicats des pompiers du Québec, c'était déjà acquis, les autres organisations, la CSN aussi. Cet appel-là à la Cour d'appel, mais avant ça, en Cour supérieure, ça a été extraordinaire de voir comment les organisations ont travaillé ensemble d'une seule voix. Et Yves Morin a été le chef d'orchestre de ça, fait que je lui lève mon chapeau. Parce qu'Yves a fait travailler tout le monde ensemble pour faire en sorte que face à l'UMQ, face au procureur général, face aux employeurs qui voient la cohésion qu'on avait. Et c'est la même chose dans la déclaration d'appel actuellement. À la fin de la journée, on est tous sur la même longueur d'onde, nettement insuffisant. Le juge, entre autres, là, quand il mentionne oui, il y a des entraves qui sont importantes, mais on peut se rattraper.
ne comprend pas quelle est l'essence même d'une négociation, puis qu'on doit avoir des coups des franches quand on négocie. Moi, j'ai confiance. Le processus va être maintenant un peu plus rapide, la Cour d'appel, parce qu'on n'a pas recommencé au complet. Les preuves sont faites. Et là, c'est des points de droit. Après ça, évidemment que ça ira. J'annonce tout de suite, d'ailleurs, pour la FISA, qu'on va aller jusqu'en Cour suprême avec ça. Alors, donc, ça, c'est fait. Je le dis maintenant, parce qu'évidemment, c'est une décision qui ne fera pas l'affaire d'une des deux parties. Mais je demeure avec une crainte que j'ai toujours mentionnée. Puis, je me dois de le dire encore aujourd'hui. À l'époque, on m'avait dit on ne peut pas faire de requête en sursis parce qu'on n'est pas en mesure de démontrer des dommages irréparables. Puis moi, à l'époque, je craignais que l'ampleur de la réparation soit invoquée éventuellement par les villes, par les employeurs pour dire on va mettre les finances en péril, etc. Le législateur, le gouvernement est présumé être de bonne foi. J'ai toujours une crainte en arrière de la tête, c'est qu'en bout de ligne, moi, je suis très, très confiant qu'on va gagner beaucoup plus en cours d'appel qu'en cour suprême. Ma crainte, c'est qu'en bout de ligne, on arrive à nous dire, bien, le législateur est présumé être de bonne foi et puis réparation, mettre en péril des finances et puis qu'on se retrouve. Fait que ça, Yves, j'aimerais tantôt qu'elle l'aborde un peu avec les gens. Mais pour le reste, moi, je suis très, très fier de la mobilisation qu'on a faite là-dedans. Puis convaincu qu'à la fin de la journée, le gouvernement libéral, l'ancien gouvernement libéral puis le ministre Moreau, ben, je pourrais aller y porter la décision finale. Ça me fera plaisir d'aller y porter pour y montrer là où il a brimé les droits des gens. Mais mon mot final, c'est continuer à vous battre pour avoir des régimes de retraite qui soient adéquats. Il y a des situations parfois qui ne soient pas faciles, mais c'est tellement important le travail que Marie-Josée, tu fais aussi dans ce sens-là depuis tellement longtemps à FTQ. Fait que moi, je veux te saluer, puis saluer tout le monde. J'ai vu sur l'appel Jean-Nicolas Loisel, ça fait longtemps que je l'ai vu. Tous les autres, bien, vous saluez. Puis merci de l'opportunité. Fait que je ne veux pas prendre plus de temps parce que c'est beaucoup Yves qui va parler de contenu. Merci beaucoup, Marc. Vraiment, c'est inspirant.